Bien, donc bonsoir à vous, n'est-ce pas, de vous être mobilisés pour assister à cette soirée SPLAN sur laquelle nous avons fait pas mal de communication et nous sommes servis par une actualité en plus. On a vraiment été portés par un certain nombre de sujets que vous avez pu voir dans la presse récemment et même aujourd'hui, puisqu'on avait sur les réseaux sociaux la déclaration de l'ONU sur le harcèlement des lanceurs d'alerte et des militants écologistes qui dénonçaient les problèmes liés à tout ce que l'on imagine de l'agrochimie, agro-industrie, pollution, perturbation de l'environnement, etc. Donc, merci à vous. J'espère que vous serez aussi contents à la fin de la soirée qu'au début. La rencontre avec SPLAN nous renvoie à 3 ans en arrière déjà. Hein. Donc, c'était le 27 août 2021 à l'université d'Attaque à Nantes, où nous avions eu la participation dans les intervenants de SPLAN, qui venait de se créer depuis peu, sur un atelier qui avait pour titre « Face à la puissance des lobbies de l'agro-industrie en Bretagne, 2 points, lutte, résistance et victoire ». Donc, vous voyez comme quoi les choses étaient claires et qu'on avait déjà prévu finalement que ce combat qui avait commencé depuis déjà longtemps allait durer, ce qui n'a pas manqué d'être la vérité. Donc, alors, on avait déjà en fait un petit peu eu une première, on va dire, un premier baptême sur ces thématiques, puisque Inès Léraud, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, et Morgane Large, qui sont parmi les journalistes fondatrices justement de SPLAN, entre autres, et sont intervenus pour le lancement de la BD Algues Vertes, l'histoire interdite, le 25 octobre 2019, à l'occasion de Quai des Bulles. Et Attaque les avait invités avec Eau et Rivières de Bretagne pour justement présenter la BD et donner le contexte dans lequel elles avaient écrit, elle avait écrit, puisque c'est Inès qui avait écrit le texte. Donc voilà, comment ça avait été finalement, ça avait été l'objet de pression, de menaces, y compris de menaces de mort. Hein, voilà, lorsque la nouvelle avait couru, qu'elles étaient en train de dénoncer un certain nombre de choses à l'occasion de la publication de cette BD. La soirée donc présente, elle est placée sous des auspices favorables. La TIMAC condamnée, vous avez dû voir ça dans vos mails, voilà, sur une plainte quand même d'Eau et Rivières de Bretagne et de France Nature Environnement. Une affaire initiée il y a quand même en 2015, hein, la balade toxique qui avait été lancée par Eau et Rivières de Bretagne et qui avait finalement eu comme conséquence l'installation de capteurs par le dénommé Roulier sur les cheminées de ces usines productrices d'engrais divers et variés, des engrais azotés qui n'étaient d'ailleurs pas autorisés. Donc ils avaient transgressé la réglementation déjà en ne respectant pas l'interdiction, et ils avaient aussi transgressé finalement tout ce qui concernait les injonctions de l'ADREAL, c'est-à-dire la direction régionale qui s'occupe de l'environnement, et puis je ne sais plus quoi d'autre, et qui a pour mission finalement de contrôler les émissions de diverses installations industrielles et autres. Donc ils ont été condamnés pour leur responsabilité dans l'émission d'ammoniac, et qui provoque, alors je le lis parce que je n'y connais pas grand-chose en chimie, mais bref, qui provoque l'eutrophisation des milieux, et donc d'un autre côté, ils ont été aussi condamnés par le non-respect des injonctions de l'ADREAL. Bon, l'indépendance des médias donc est un élément majeur. Quand les choses se savent, la vérité finit un jour par s'imposer, toujours.
Les enquêtes de Splan l'attestent, puisque vous avez pu voir sur les flyers qui ont pu circuler qu'ils ont travaillé notamment en ce qui concerne le contexte local, donc sur l'ammoniac. Ils ont aussi travaillé bien sûr sur les algues vertes et sur d'autres sujets que Pierre-Yves va vous présenter tout à l'heure. Donc, on va dire que la diffusion des informations en marge des médias mainstream ne concerne pas des médias forcément avec beaucoup de moyens, mais ce sont toujours des médias qui s'inscrivent à côté des médias justement qui sont pour la plupart d'entre eux, et vous le savez sans doute aussi, qui sont l'objet qui sont financés par un certain nombre d'ultra riches du milieu économique français, industriel. Et donc, parmi les médias locaux, on a donc Splan. On a aussi un média qui est plus local, puisque c'est un journal local qui s'appelle Bien Public, et qui a l'occasion de sortir un certain nombre... Grand public, qu'est-ce que j'ai dit? Bien public. Ah bah oui, parce qu'il est bien, c'est pour ça que j'ai dit. Donc, voilà. Et donc, un journal qui aussi sort un certain nombre de documents et d'enquêtes qui se réfèrent à des réalités locales. Donc, ceci est pour indiquer que dans le contexte actuel, c'est intéressant parce que lorsque j'ai voulu diffuser auprès du média régional le plus connu, celui qui rassemble le plus de lecteurs, et voilà, j'ai donc envoyé un communiqué et le communiqué n'a pas été publié. Bon, je n'ai pas compris pourquoi, mais on m'a conseillé d'aller sur maville.com. Maville.com, ce que j'ai fait. J'ai rempli consciencieusement le formulaire, etc. Et c'est passé dans la presse. Sauf qu'on ne dit pas que c'est Attaque qui était à l'origine. Là non plus, on ne comprend pas bien pourquoi. Mais voilà. Donc, comme vous voyez, l'objectivité, c'est quelque chose qui peut se regarder à l'aune d'un certain nombre de paramètres, pas toujours forcément extrêmement bien explicites, mais implicitement très efficaces. Donc voilà. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Pierre-Yves, c'est à toi. Déjà, merci de l'invitation. Très content d'être là, parce que comme tu l'as dit, ça ne pouvait pas être mieux. On est sous les bonnes étoiles de l'actu, puisque tu l'as dit, la TIMAC hier, condamnée par le tribunal de Brest. Aujourd'hui, sortie de notre première enquête 2024 sur les haies. Aujourd'hui, c'est aussi le début du renouvellement des fréquences TNT par l'ARCOM avec l'équipe Bolloré, C8 et CNews qui est auditionnée. Et il y a une autre actu Malouine qui est ces navires-usines là, sur lesquels nous avions travaillé puisqu'on a sorti le 14 février dernier la fiche programmatique de la région Bretagne sur la pêche en 2024-2027 et on voit bien que ça va plutôt vers les navires-usines que vers la pêche traditionnelle. Oui, c'est mieux. Je suis entre Pouyanné et Bolloré, à mon avis, le micro, il ne va pas durer longtemps. Donc voilà, vous dire déjà que je suis content d'être là, que l'actu fait que cette soirée a encore plus de sel. Et comme je l'ai dit, j'ai rien préparé. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai préparé plein de trucs, mais pour répondre à vos questions, je ne vais pas faire le conférencier, ça n'a pas d'intérêt. Peut-être Splan, oui, redire. La création de Splan. Ok, alors Splan, parce que si tu dis Splan, ça ne va pas le faire. Alors, et on m'a repris, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas Splan. C'est Splan. Non. Alors déjà, je le dis d'autant plus que je suis le seul non bretonnant de l'équipe. Donc, tu vois, j'ai bien intégré que c'était Splan. Tu as évoqué Inès et Morgane. Peut-être pour faire un rapide retour sur pourquoi je suis là et pourquoi on est là aujourd'hui. Ça part d'une histoire de censure, une histoire de menace et une histoire de contexte. La censure, c'est la BD Les algues vertes d'Inès Léraud, qui devait être programmée au Salon du Livre de Quintin. C'était le Covid, vous voyez, ces années-là. Et puis finalement, la BD est sortie du Salon du Livre, notamment
parce qu'à Quintin, il se trouve qu'un des élus de la municipalité est agriculteur, comme beaucoup d'élus en Bretagne, qui sont agriculteurs élus ou élus agriculteurs, maires agriculteurs, etc. Et le travail d'Inès commençait vraiment à faire grincer suite à son journal breton qui était diffusé sur France Culture, et donc sa BD qui commençait à prendre une certaine ampleur. Et donc volte-face du Salon du Livre de Quintin, donc avec sortie d'Inès Léraud du programme, et à peu près au même moment, Morgane Large, qui est une autre journaliste qui travaille pour les réseaux des radios bretonnes, s'est vue déboulonner une de ses roues de voiture. Et en fait, censure plus menace, on s'est dit, ok, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en Bretagne sur la liberté d'informer, et notamment sur la liberté d'informer sur l'agro-industrie, l'agro-business. Il se trouve que comme on était tous, c'était la période où on avait été confinés, donc tous derrière nos écrans, on est quelques-uns à avoir lancé au début simplement une pétition, pour revenir aux origines. Une pétition en disant censure plus menace, il y a un truc qui n'est pas clair. Nous, en tout cas, journalistes, on trouve que c'est pas clair. Et vous, point d'interrogation. Et en fait, on se fait déborder puisque tout le monde était habitué à scroller à l'époque sur ces écrans. Je crois qu'on recueille à peu près 45 000 signatures en quelques jours, vous voyez. Donc déjà, on se dit, ah, c'est pas une lubie de quelques journalistes qui se rêveraient chevaliers blancs, etc. Il y a 45 000 personnes qui, dans la foulée, disent « Ok, on soutient Inès, on soutient Morgane ». Ce qui nous a intéressés dans ces 45 000 signatures, c'est qu'on a eu beaucoup de signatures de consoeurs et de confrères, alors de médias nationaux, les grands médias, et de médias locaux. Et pour rebondir sur la petite censure du premier quotidien régional de France sur cette soirée, il se trouve qu'on a eu des signataires, pardon, parce qu'à force de faire des débats, j'ai plus le voir. Beaucoup de signataires du Télégramme et de Ouest France qui, de manière anonyme, nous a dit non, on ne peut pas. On ne peut pas vous soutenir publiquement. On ne peut pas travailler les thèmes que vous travaillez dans nos colonnes, pour les raisons que vous savez ou qu'on détaillera tout à l'heure. Par contre, c'est une urgence. Et donc, en fait, on se dit, alors non seulement il y a un écho citoyen, il y a un écho large national, et en plus on a des consoeurs et des confrères des médias régionaux qui, en fait, sont mal dans leur travail. C'est-à-dire que c'est des journalistes qui sont des bons journalistes, mais parce qu'il y a Bolloré ici, parce qu'il y a Arnaud là, et ceux qui sont derrière moi, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on dit toujours, nous on n'est pas des bons journalistes et eux ne sont pas des mauvais, hein, ça c'est faux. C'est-à-dire 99% des journalistes font bien leur taf, mais il y en a qui le font chez Bolloré, chez Arnaud, et il y en a qui le font ailleurs. Et donc, à partir de là, c'est là où les interstices vont être intéressants. Donc, on part de là. Donc, au départ, c'est juste un collectif pour soutenir Inès Léraud et Morgane Large. Et puis, chemin faisant, on se dit, mais en fait, il y a un coup à jouer. C'est-à-dire qu'il y a eu un écho médiatique, c'est-à-dire que nos confrères régionaux et nationaux ont relayé aussi la censure d'Inès, les menaces sur Morgane, etc. Et on s'est dit, c'est maintenant, la fenêtre est ouverte, c'est maintenant qu'il faut qu'on y aille, parce que les projecteurs sont sur la Bretagne et l'agro-industrie, et donc on va pouvoir commencer à mettre ça à l'agenda des médias. Et donc, ça s'appelait Kelawi, c'est-à-dire, je ne sais même plus ce que ça veut dire en breton, Kelawi. Il y a des bretonnants. Informé, voilà. Notre collectif s'appelait Informé. Et c'est devenu Splend, ça veut dire éclairer, mettre en lumière. Et donc, d'un collectif, nous sommes devenus... Alors, on n'est pas un média, on est ce qu'on appelle une ONG d'enquête journalistique. Parce qu'à la fois, une ONG, c'est d'intérêt public. Une ONG, c'est un conseil de surveillance, on verra que c'est très important dans les questions de financement. Et une ONG, c'est un lien très fort avec les lanceurs d'alerte, et on verra qu'on ne peut pas faire notre métier sans vous. Et parce que je sais qu'il y a des lanceurs d'alerte ici, dans la salle, notamment sur la TIMAC. Je préviens tout de suite, en toute humilité, la TIMAC, c'est pas une enquête que j'ai faite, et c'est pas une enquête que j'ai suivie. Donc j'ai révisé tout à l'heure pour ne pas paraître complètement déconnecté, mais la TIMAC, vous savez beaucoup plus sur la TIMAC que moi. Mais
La TIMAC montrera comment on peut mener une enquête, puisque tu l'as dit Jean, c'est 2015 que ça commence un peu à alerter. Notre enquête, elle est publiée le 13 juin 2021 et le tribunal de Brest, hier, donne un avis. 2015-2024, c'est quasiment 10 ans. Et c'est 10 ans grâce à un terrain, grâce à des lanceurs d'alerte, grâce à un contexte, grâce à un média comme le nôtre. Et en 10 ans, un peu moins de 10 ans, des premières alertes à une première condamnation, vous voyez le chemin qui est possible. C'est pour vous dire aussi que ce plan, c'est pour montrer que l'intérêt général, ça se défend et que même des fois, ça s'arrache un peu, ça se gagne un petit peu. Voilà. Je finis comme ça vite fait la présentation. Donc si tu as d'autres choses, si vous avez des questions, faites gaffe, je suis bavard, donc si vous ne parlez pas, moi je vais parler. Enfin, l'idée de la soirée, vous l'avez vu dans la présentation, c'est plutôt une soirée d'échange. Donc, si vous avez des questions, y compris des questions qui fâchent, il ne faut pas hésiter. Je prends tout. Vous pouvez nous parler de votre parcours? Moi, personnellement? Je sais pas. Ah d'accord, ah oui, d'accord, ok. Pardon, donc je m'appelle Pierre-Yves Bulteau, j'ai 45 ans depuis samedi. Mon parcours, eh ben... Ouais, vite fait. J'ai fait la presse locale, donc école de journalisme à l'IUT de Lannion. J'ai commencé chez tes amis du groupe dont on ne dira pas le nom, à la fois en quotidien et en hebdo. Bon, Ouest France et Publi Hebdo, donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir le Pays Malouin, je crois, ici. Donc le Pays Malouin fait partie du groupe Publi Hebdo. Donc moi j'ai commencé ce qu'on appelle localier, en local Ouest France ou hebdo. Et puis, j'ai compris assez vite, comme tu l'as dit, que c'est pas là en tous les cas que moi je pourrais m'épanouir journalistiquement et que l'impact, je pense, ne serait pas le même. Sans juger ces journaux, mais en tout cas, c'était pas des journaux pour moi. Donc j'ai cofondé déjà il y a 18 ans le Sans Culotte 85, qui est un mensuel, un vilain petit canard vendéen. Peut-être connaissez-vous jusqu'à Saint-Malo le Sans Culotte. Ce qui est étonnant, c'est que le Sans Culotte, quand on a voulu créer le Mal Autrui, qui est notre site, notre site web, on avait contacté le Sans Culotte parce qu'on voulait avoir des informations sur la façon de conduire un site d'information comme ça. Ah ouais, bah c'est drôle. Bah comme quoi il y a encore un lien supplémentaire ce soir. Je suis lecteur du Sans Culotte et je trouve remarquable le Sans Culotte. Je prends. Si vous allez en Vendée, vous le trouvez dans beaucoup de bistrots. Oui, c'est remarquable. On vend 6000 exemplaires par mois. Pour vous dire, mais ça revient à Pouyanné et Bolloré, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 18 ans, il y avait un homme qui était extrêmement puissant qui s'appelait Philippe de Villiers, en Vendée. Homme qui est extrêmement puissant aujourd'hui dans la galaxie Bolloré. Donc vous voyez, finalement, on n'est jamais bien loin. Et donc en fait, on cofonde le Sans Culotte il y a 18 ans parce qu'on se rend compte que il y avait Vendée Matin, il y avait Ouest France, il y avait RCF, il y avait France 3, France Bleu, etc. Et c'est pas parce qu'il y avait tous ces titres-là qu'on était dans une pluralité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut avoir 5 ou 6 médias sur son territoire, ce qui ne veut pas dire qu'on a une pluralité de l'analyse ou de l'info sur ce territoire. Encore une fois, je parle sous contrôle parce que j'ai une consoeur de France 3, alors je ne vais pas dire trop de conneries non plus, mais voilà. Et donc, en fait, on crée le Sans Culotte parce qu'on se dit il faut un autre son de cloche. C'est-à-dire que chacun de ces journaux ont leur ligne éditoriale, ils ont leur traitement de l'actu, mais qui est quand même très porté sur l'agenda et l'institutionnel, et quand même moins sur le reste, et il nous semblait important que c'est le reste aussi qui fait vivre une démocratie. Donc il y a 18 ans, je cofonde le Sans Culotte. Je la fais vite, parce que le but, c'est pas parler de moi. Après, j'atterris à la base, si j'y suis, chez Daniel Mermet à France Inter. Et puis après, Mediapart. C'est-à-dire qu'après, quand on est débarqué d'Inter, quand Mermet se fait virer, en fait, quand Mermet se fait virer, c'est 12 personnes qui se font virer, dont moi. Et je vais là vers ce qui me semble être encore un journalisme que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de faire et qui me semble d'intérêt général, de bien public, comme tu le disais, donc Mediapart, sur la région Pays de la Loire. C'est pour ça que je suis le faux breton de l'équipe. Et il se trouve, vraiment, et je vais au bout du bout, il se trouve que pendant le confinement, quand il y a les affaires Inès et Morgane,
Il y a Juliette, Roger, Cavaceo, il y a Gwenvel, Delanoë et il y a Sylvain et Arnaud qui sont en fait les 3 piliers de Splendres. Il se trouve que Juliette, Sylvain et Gwen ont été mes étudiantes et étudiants parce que pendant 10 ans j'ai enseigné à l'IUT de journalisme de Lannion. Et il se trouve que quand j'ai ces jeunes pousses qui m'appellent pour dire on lance ça, est-ce que tu peux nous aider? Je me dis qu'en fait c'est gagné, c'est-à-dire que quand vos étudiants qui se destinent au métier viennent vous réveiller. Moi, j'étais maçon à l'époque, c'est-à-dire que j'avais acheté une baraque et je faisais de la charpente et tout, j'avais mis un peu le journalisme de côté. Et quand ils vous viennent vous chercher, ils ont 26, 27 ans à l'époque, bah évidemment qu'on y va. Donc voilà, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que d'un sans-culotte créé il y a 18 ans, je fais partie de la création d'Osplan 18 ans après, toujours dans cette dynamique-là. Voilà. Alors, Splendres, donc il y a un noyau dur, on est moins d'une dizaine. Et puis après, on va tourner sur une trentaine, parce qu'il faut que vous compreniez que nous sommes des artisans. Quand je vous disais que j'étais maçon, je n'étais pas loin de la vérité, parce que Splendres, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire, on fait de l'enquête, on doit aussi gérer tout ce qui est juridique avec l'avocat. On doit aussi gérer tout ce qui est traduction, puisque c'est notre plus-value, et je vous dirai pourquoi c'est un média en français et en breton. On doit faire des soirées comme celle-ci, et je peux vous dire qu'on en fait, et on en fait, et on en fait. Tout seul, on ne sert à rien et on est impuissant. Donc c'est-à-dire que Splendres, rapidement, on a décidé d'intégrer des collectifs comme le Fonds pour une presse libre. On a décidé d'intégrer un syndicat comme le SPIL, c'est-à-dire que si on est tout seul, on peut faire notre tambouille. L'objectif d'un impact général, c'est d'être nombreux et de faire bouger les choses. Et donc, nous sommes membres de plusieurs collectifs, et donc il faut qu'on ait plusieurs casquettes, mais qu'on fasse aussi ce qui est notre cœur de métier, le journalisme. Parce que par exemple, au Sans-Culottes, ce qui avait été très compliqué, c'est qu'on était 3, et à la fin, on faisait tout sauf du journalisme. C'est-à-dire qu'on était vendeur, on était marketeur, on était juriste, on était tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, quand on avait du temps, on faisait ce qui était notre cœur de métier, on remplissait le canard, quoi. À Splendres, on s'est dit, il ne faut pas faire ça, sinon on va se planter, sans mauvais jeu de mots. Donc il faut vraiment que chacun ait une casquette pour qu'on puisse être journaliste. Et donc, et on s'est aussi rapidement rendu compte que le journalisme d'investigation, il est fait par ce qu'on appelle des journalistes pigistes, généralement des jeunes journalistes qui ont un regard sur le métier, qui veulent enquêter, etc. Jeunes et féminins, parce que la vérité c'est que les enquêtrices, enfin les journalistes enquêteurs sont plutôt des enquêtrices. Et le journaliste pigiste est le plus vulnérable du vulnérable parce que c'est le prolétaire du journalisme, c'est-à-dire il vend pas ses bras, il vend son cerveau et son calepin. Et donc, les pigistes, quand ils vont au bout, soit ils sont épuisés, soit ils ont plein d'emmerdes, ils n'ont pas moyen de se défendre, soit ils quittent le métier parce qu'ils sont épuisés. Donc, Splendres, c'était aussi de dire toujours dans ce contrat citoyen, de continuer aussi à épauler et à faire en sorte que tout le monde ne quitte pas le journalisme. Splendres, c'est un comité éditorial dont je fais partie, qui décide et valide les 4 enquêtes par an, c'est-à-dire il y a 4 trimestres, donc il y a 4 enquêtes, on se donne 3 mois par enquête, et qui met en place des binômes, c'est-à-dire vous avez un journaliste maison et vous avez un journaliste pigiste. Simplement parce que c'est pas juste parce qu'on est propriétaire du truc, c'est parce que journaliste maison, c'est parce qu'on sait comment ça fonctionne. Enfin, moi je suis un peu plus vieux, j'ai un peu plus d'expérience, etc. Et pour travailler avec un ou une pigiste. Et donc en fait, là par exemple, on vient de lancer 4 binômes. Le premier binôme a livré son enquête aujourd'hui même, si vous avez peut-être suivi sur les réseaux, ou si vous avez écouté France Inter, La Terre au carré, nous étions invités de La Terre au carré. C'est Nolwenn qui représentait Splendres, et nous avons fait une enquête en 5 volets sur les haies. Sujet passionnant, et vous voyez, quand on peut être les meilleurs journalistes du monde, avoir les moyens, etc.,
si vous n'avez pas le contexte, c'est compliqué. Et il se trouve que les 14 normes, ces fameuses 14 normes qui nous ont fait janvier, qui nous ont fait le salon de l'agriculture, machin, bon, bah nous, le 28 février, on tombe sur notre enquête sur les haies, on explique que ces 14 normes, c'est tout sauf ça, le vrai problème. Mais vous voyez que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi parce qu'on connaît un territoire, qu'on sent les sujets de société, qu'on a un petit coup de pouce qui s'appelle malheureusement le mal-être agricole, le salon de l'agriculture, et notre enquête, elle tombe pile poil. C'est du hasard et pas du hasard, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc une petite dizaine, une trentaine en tout. On est une ONG, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que l'ONG, ça permet donc de défendre cet intérêt général. L'ONG, c'est d'avoir un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est ce qui nous permet d'avoir la main et un avis sur nos fonds. Parce que vous comprenez bien qu'une enquête, c'est 32 000 euros. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait une enquête, ça nous coûte 32 000 euros. Sur ces 32 000 euros, à peu près 70%, c'est la masse salariale, puisque nous avons 2 salariés à temps partiel et qu'on est en train d'en recruter 2 autres pour avoir un pôle de 4 salariés. Donc une enquête, 32 000 euros, à peu près 70% de masse salariale, de frais des pigistes. Et je vous l'ai dit, les pigistes sont jeunes, sont plutôt fragilisés, donc on a décidé de bien les payer. Parce que si vous êtes bien payé, vous faites aussi bien votre taf. C'est-à-dire que, enfin je ne dis pas qu'il faut être bien payé pour bien faire son taf, mais c'est-à-dire que quand vous avez une sécurité financière, on va plutôt le dire comme ça, eh ben, vous n'êtes pas à vous dire comment je vais payer le loyer, comment je vais bouffer, et en fait, au lieu de réfléchir à ça, vous réfléchissez à votre enquête. Et après, les investissements, ben, c'est le service juridique, parce que vous imaginez bien que quand on fait une enquête, on veut être irréprochable. C'est la traduction, c'est les illustrateurs, enfin, voilà, c'est tout ça. Et donc le conseil de surveillance, il permet, comme son nom l'indique, de surveiller d'où proviennent les fonds, puisque vous imaginez bien que quand on s'est lancé, il y a eu des tentatives d'intox, de manipulation. Enfin, l'objectif, c'est de soit nous avoir par le côté juridique, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, soit nous avoir par des biais un peu plus filous, et notamment de mettre un donateur qui nous donnerait une bonne somme, on ne vérifie pas trop, on est content, on a besoin d'argent, et il se trouve que le donateur, c'est le poisson pilote de je ne sais pas qui, et hop, c'est terminé pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le conseil de surveillance, c'est que, comme son nom l'indique, on surveille chaque centime qui tombe, pour qu'il n'y ait pas de faux nez, qu'il n'y ait pas de mecs qui nous manipulent. Et donc, on a un budget de fonctionnement annuel de à peu près 200 000 euros, et on s'est dit que un donateur ne pouvait pas donner plus de 10%, c'est-à-dire le don maximum, c'est 20 000. 20 000 balles, ce qui est déjà énorme. Je vous rassure, on n'a jamais eu de donateur qui nous a filé 20 000 balles. Voilà, donc ça permet ça. Alors, juste parmi les donateurs qui étaient finalement des faux-nés, il n'y en avait pas un dont le nom commençait par V, non, des fois? Alors, Vincent n'est pas dans le coup encore, donc pas lui, hein, peut-être qu'il y a des faux-nés. Non, je crois pas. On n'est rien, on est des Lilliputiens, je pense que... Et puis de toute façon, c'est pas la stratégie de Bolloré. La stratégie de Bolloré, c'est ce qu'on appelle le procès Bayon. Bolloré, enfin, c'est comme la Timac qui est condamnée hier à 25 000 euros et qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires. Je veux dire, ils n'ont rien à faire. C'est pas ça le problème. Donc Bolloré n'a aucun intérêt à mettre un seul centime. Par contre, Bolloré, sa stratégie, c'est ce qu'on appelle le procès Bayon. C'est-à-dire que Bolloré, il attaque quoi qu'il se passe. Il a le temps, il a l'argent. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Je vous donne un exemple. Je reviens en Vendée. Le sans-culotte, on a quand même fini par avoir notre procès avec Philippe de Villiers, parce qu'on s'est dit, putain, en 18 ans, si on n'a pas un procès de Philippe de Villiers, c'est qu'on ne fait pas le job, quoi. Bon, quand même, on l'a eu. D'ailleurs, par un biais détourné, hein, parce qu'en fait, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est une ancienne journaliste du Figaro qui était une Puy-Folaise, vous savez, c'est bénévole plus du Puy du Fou, qui s'est rendu compte que finalement, le Puy du Fou, ouais, c'était une belle histoire, c'est surtout une belle histoire de pognon pour la famille Villiers. Et ça l'a un peu meurtri, parce que comme quoi, même dans ce camp-là, il y a des convictions, je rigole, ça l'a meurtri, elle écrit son bouquin, on fait une recension du bouquin,
Et Villiers attaque donc Christine Chamard sur son bouquin et il arrose tous ceux qui ont parlé du bouquin. C'est-à-dire que nous, on n'a pas parlé du bouquin, mais en faisant une recension, on se retrouve devant le tribunal avec Christine Chamard. Et tout ça pour te dire que ça nous a pris 5 ans. Et les procès Bayon, l'objectif, c'est que tu passes ton temps à préparer ta défense, que tu la payes, et à chaque fois que tu arrives au tribunal, Villiers n'est pas là, et donc l'audience est reportée, et donc il faut que tu refasses ta défense, que tu repayes ton avocat, et c'est une tannée, c'est-à-dire qu'en fait, vous rajoutez le marketing, la vente, le journalisme, le machin, vous rajoutez un procès, donc tu vois, je la fais courte, Bolloré et compagnie n'ont pas besoin de mettre d'argent. Un procès Bayon, et en plus, le droit de la presse, c'est le seul droit en France où même si tu gagnes, tu perds. C'est-à-dire que quand tu es partie civile dans un autre procès, etc., si tu gagnes, il y a ce qu'on appelle l'article 700 qui fait que la partie adverse doit rembourser tes propres frais de justice. Dans les médias, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que même si tu gagnes, tu perds parce que l'argent que tu as investi ne te revient pas. Il n'est pas remboursé. Donc en plus, c'est tout bénef pour Villiers, Bolloré, etc. parce qu'eux, ils font rien. Et en plus, même s'ils perdent, entre guillemets, ils ne nous remboursent pas. Donc ils mettent même pas un rond. Donc voilà. Donc pour te dire qu'ils n'ont pas besoin de mettre de rond. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas de procès. Et on a eu 2-3 doutes sur des dons, on a fait notre travail de checking, et puis voilà. Comment vous choisissez vos sujets ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. D'ailleurs, j'ai toujours pas la réponse. Alors au début, quand vous faites le sans-culotte ou Splendide, vous êtes à la recherche de sujets. Et puis après, quand vous avez 18 ans comme le sans-culotte ou une certaine notoriété entre guillemets comme Splendide, vous cherchez plus, vous en avez trop. Alors déjà, il faut que le sujet ne soit pas un règlement de compte, ne soit pas dirigé, manipulé. Enfin, vous voyez que ce soit pas quelqu'un qui vous envoie contre tel agri et puis en fait vous vous rendez compte que c'est une bataille d'agri ou de chambre de je sais pas quoi. Donc, il y a ça. Comme notre parrain Disclose, peut-être que vous connaissez Disclose, cette ONG qui a sorti l'affaire des armes au Yémen, etc. Il nous faut un document au moins exclusif, sinon un document béton. Dans le cadre de la TIMAC, et avec Pascal et d'autres, c'était ces analyses qui montraient qu'entre octobre et novembre 2019, il y avait entre, de mémoire, 14 et 26 jours de dépassement sur les mois. Enfin, il nous faut des études comme celle-ci, ou par exemple sur notre dernière petite révélation sur le plan halieutique de la Bretagne sur la pêche 2024-2027, c'est qu'on a réussi à sortir le document qui disait l'inverse de ce que disait la région dans sa communication. Donc il ne faut pas qu'on soit manipulé, il faut qu'on ait des documents que les autres n'ont pas, qui soient solides, etc. Je reprends l'enquête Essure sur les implants, parce que ça va répondre à votre question. Essure, ce sont ces implants contraceptifs définitifs qui ont été implantés ces 20 dernières années sur 240 000 Françaises. Et je réponds à votre question parce que c'est là où on aurait pu passer à côté d'un truc, alors que c'est que le Splendide naît des algues vertes, de l'agroalimentaire, etc. Et quand la lanceuse d'alerte, que je ne citerai pas ici, de Brest, vient vers nous pour ça, premier truc, si on dit, bah ouais, mais il n'y a pas d'agroalimentaire, il n'y a pas d'enjeux agricoles, etc. On se dit, c'est intéressant parce qu'on a le document, on a les études, on a 240 000 femmes, petite parenthèse, qui, pour beaucoup d'entre elles, ont des handicaps très lourds, très sévères, des conséquences de cet implant. Et il se trouve qu'on trouve la petite bébête, c'est que Essure a été racheté par Bayer. Et que donc Bayer fait à la fois des pesticides et des implants contraceptifs. Et on s'est dit, ça dit tout du capitalisme actuel et du monde ultralibéral, c'est que de la main gauche, tu fais des pesticides et de la droite, tu fais des implants. Et on s'est dit, en plus il y a Bayer, donc comme ça, voilà comment on choisit notre enquête, c'est parce qu'on trouve Bayer au départ, et on se dit c'est pas trop loin de notre ligne éditoriale, et heureusement,
parce que cette enquête-là, elle a fait un barouf énorme. Elle nous a permis, et je referai un lien sur ce que tu appelais le mainstream, etc. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'ennemis, Vincent aussi. Mais sinon, chez nos confrères, on n'a pas d'ennemis puisqu'on fait tous le même taf. Et il se trouve que quand on a cette enquête, on se dit, en fait, les enquêtes de Spland, elles sont libres d'accès gratuites et elles mettent aussi en place ce qu'on appelle des partenariats éditoriaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, ce soit lu. Enfin, sinon, si c'est juste pour Saint-Malo et Guingamp, c'est gentil, mais on s'en fout un peu. Donc, on a des partenaires historiques comme Mediapart, comme Reporter, comme Basta, comme France 3 Bretagne, parce que depuis le début, France 3 Bretagne est notre partenaire historique, ce qui n'est pas le cas d'Ouest France et du Télégramme. Et on se dit, à un moment, Elle, le magazine Elle, je vous avoue que j'avais jamais ouvert Elle de ma vie, mais je sais ce que Elle représente en presse Mac féminine, le poids que ça a. Et on fait toc toc Elle, on s'appelle Spland, on a une enquête est sûre, et franchement, c'est votre ligne éditoriale et c'est surtout votre cible. Et Elle dit oui, et donc on fait un partenariat à Spland Elle. C'est pour ça que tu vois, nous on jette pas l'anathème sur le mainstream parce qu'en fait, il faut qu'en fait on dégage les milliardaires de la presse. Le problème, c'est pas la presse, ce sont les milliardaires dans la presse. Le JDD, c'est pas ma cam, mais quand Bolloré met le jeune, moi je défends le JDD, alors que c'est pas mon journal, vraiment pas. Donc le problème, et il faut qu'on soit d'accord, le problème c'est pas les médias, c'est pas les journalistes, ce sont les milliardaires qui achètent et qui asservissent les médias et les journalistes. Donc on va vers Elle. Et notre enquête, pour vous la faire courte, elle remporte le prix 2023 de la Maison des lanceurs d'alerte, ce qui n'est pas rien. Et elle déclenche ce qu'on appelle une action de groupe, c'est-à-dire qu'il y a entre 24 000 et 28 000 femmes là actuellement qui sont en train de se coordonner pour attaquer l'État pour non-assistance à personne en danger. Puisqu'attaquer Bayer, ça n'a aucun sens, on le voit avec la Timac ou Bolloré. Par contre, attaquer l'État français, qui lui est un des derniers États à avoir permis les implants issus, alors d'autres États avaient dit stop, ce truc-là est une saloperie. Et notre enquête, le partenariat Elle, le prix de la Maison d'alerte 2023 fait qu'aujourd'hui il va y avoir une action de groupe qui fait que quand tu as co-dirigé cette enquête, t'es fier pas d'avoir co-dirigé l'enquête. T'es fier de ce que ça produit, parce qu'en fait le journalisme, c'est pas nous, on s'en fout, c'est l'intérêt général, le bien public, comme vous disiez tout à l'heure. Donc voilà comment on choisit, et comment on a failli passer à côté d'un truc qui était assez extra. Enfin, dans le sens d'intérêt général, quoi. Le partenariat avec Elle, ça veut dire quoi? Qu'ils vous achètent votre... Alors, ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'au départ, comme nous, on est ONG et qu'on a... Alors, je vous ai pris quelques... Parce qu'il faut être transparent, sinon ça ne sert à rien de dire aux autres de l'être et pas de l'être soi-même. Alors, je reprends mes pattes de mouche. Alors, par exemple, nous, notre capital Spland sur 23-24, sur 2023-2024, par exemple, on a touché des aides à la presse au titre de la bourse émergence, parce qu'on est un jeune média, c'est 50 000 €. On fait une ou deux campagnes de financement par an, c'est à peu près 60 000 € par campagne de financement. On a ce qu'on appelle les aides au pluralisme, le SPIL, donc le syndicat dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous donne 20 000 € par an. Et je ne fais qu'insister pour dire que ces aides-là, c'est parce qu'on est un jeune média et que ces aides-là, par définition, elles vont disparaître. Et je dis ça, je dis rien, mais ce qui va nous soutenir, c'était pareil pour le sans-culotte, c'est qu'à un moment, les gens n'aillent plus qu'au kiosque mais s'abonnent. Et par exemple, alors nous, il n'y a pas d'abonnement puisqu'on est gratuit, mais au lieu de donner le don de décembre pour défiscaliser, vous pouvez défiscaliser chaque mois. Je dis ça, je dis rien. Non, mais pour vous dire que là, on a 200 000 € par an parce qu'on a toutes ces aides émergence. Je vois qu'encore la Régadec, elle est où la dame, vient de me dire que la course, cette course bretonne pour 2024, selon ce qu'elle allait ramener, ça pourrait être 15 000 € pour nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ces aides très intéressantes et ponctuelles, mais il y a l'abonnement ou le don
qui est une garantie d'avoir au moins 32 000 euros tous les trimestres pour sortir une enquête. Voilà, le marketing est fini. Et maintenant, je reprends. Et donc, c'est-à-dire qu'au début, c'était gratuit. C'est-à-dire que tous nos échanges de contenu, c'est-à-dire puisqu'on a ces sommes-là, l'objectif, c'est que ça diffuse, donc c'est gratuit. Puis après, on s'est dit, ouais, et en même temps, c'est du boulot. Et ces médias, j'ai oublié Mediapart, qui nous donne des milliers d'euros par an. J'ai plus le chiffre, donc je ne vous le dis pas pour ne pas faire de bêtises, mais c'est des milliers d'euros par an. Et maintenant, on vend ce qu'on appelle une pige. C'est-à-dire qu'une pige, c'est que dalle, hein. C'est 300, 500 balles max. Hein. Mais c'est pour le... Par exemple, tiens, Jean, je le dis publiquement, mais un truc comme ça, il faudrait qu'Attaque nous fasse un don. C'est-à-dire que moi, je viens bénévolement. Non, mais je le dis comme ça, il ne peut pas se défiler. Mais quand on vient ici bénévolement, on demande à tous ceux qui nous invitent, etc., de nous faire le don de leur choix. Moi, je ne prends pas de cachet, ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, hop, je ramènerai le petit chèque à ce plan. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a une contrepartie financière. C'est-à-dire qu'on donne une pige, enfin, on demande une pige. Après, il y a des contreparties marketing, hein, je vais vous passer les détails, toutes les campagnes réseaux sociaux, patati patata, mais maintenant on structure un peu ça aussi. Comme je suis membre de l'équipe de banque publique, je veux dire que je retrouve tout ce que vous avez dit. Et sur le « on fait tout », hein, on a aussi téléphoné aux sans-culottes quand on a monté le banc public, on a eu des contacts avec... C'était Marie Coq ? Je crois, oui. Ouais. Donc pour savoir un petit peu comment ça se passait, comment on lançait, etc. Et effectivement, on fait tout. On est sur les marchés, on vend, on fait la compta, on fait... Et puis, on fait les articles. Alors, voilà. Donc le but, bien évidemment, pour nous, c'est d'élargir la rédaction. Et quand vous dites, il faut communiquer, il faut aller vers des collectifs, etc. C'est effectivement notre but, c'est de faire un journal citoyen qui est répertorié, banque publique est répertorié dans la presse pas pareil, hein, au niveau national, et on retrouve exactement ce que vous avez dit sur le problème du financement. Nous aussi, ce sont les dons, les dons et les abonnements qui nous permettent d'équilibrer. On a reçu une bourse de la presse émergente également, pour l'instant, qu'on n'a pas encore utilisée parce que c'est tellement précaire, il faut la rembourser. Si on l'a utilisée et qu'on arrête, il faut la rembourser, même ce qu'on a utilisé. Donc, pour l'instant, elle est bloquée sur un compte, on n'y touche pas, en essayant de voir un petit peu l'avenir. Hein, voilà. Donc, et puis, donc, effectivement, les partenariats que vous avez été. On vous remercie d'ailleurs, Plan, parce que sur le dernier banc public, vous avez participé au dernier banc public. Donc voilà. Donc c'est vrai que, et donc pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas, allez au kiosque, hein, achetez le banc public, on fonctionne aussi avec les dons, hein, comme vous le dites, c'est défiscalisé aussi. Voilà. Et on est agréé par la commission paritaire de la presse de la même manière. Alors, exactement comme vous le disiez, au début, on cherche des sujets, hein, faut trouver. Et effectivement, progressivement, on a des sujets en avance. On sait déjà, là, on prépare le numéro 1. Vous êtes quoi, mensuel On est un trimestriel. Parce que j'étais la semaine dernière aux États généraux de la presse indépendante, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Macron a créé ce qu'on appelle les États généraux de l'information. Une espèce de comité théodule dont il a l'habitude, qui, on ne sait pas trop bien à quoi ça sert, mais nous, on s'est dit, profitons de ça. On a créé les EGPI, États généraux de la presse indépendante. Et j'étais donc c'est parti de Paris, c'est une centaine de médias dont ce plan on est partie prenante, et puis il y a des étapes nationales. Et c'était Nantes jeudi dernier. Et ce que vous dites est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que si on reste chacun dans son coin à s'épuiser, à vendre ses exemplaires un peu, etc., c'est épuisant pour tout le monde, on ne fait pas le poids face à la galaxie Bolloré, et à la fin, soit on lâche, soit on se fatigue, soit on est aigri, je ne sais pas quoi. Et en fait, je vous dis ça parce que juste là, en venant avant Paramé, là, j'étais en ligne avec Jean-Marie Charon, qui est un sociologue des médias et qui fait partie notamment de l'organisation des Assises du journalisme de Tours, qui ont lieu du 25 au 28 ou 9 mars prochain.
Et il se trouve que Jean-Marie m'a appelé tout à l'heure parce qu'il m'a invité à un atelier assez particulier. C'est que pour la première fois aux Assises du journalisme, un collectif des médias pas pareils, des petits médias, vous les appelez comme vous voulez, vont être invités dans ce grand raout du journalisme français pour faire connaissance et voir comment on peut mettre en place ou pas une sorte de grosse fédé des médias pas pareils pour qu'à un moment, s'il y en a un qui est un peu fatigué, qu'il y ait un autre qui est un peu plus gros, un peu plus costaud, je ne sais pas du tout puisqu'on n'est pas le 28 mars, mais ça va être le débat du 28 mars. Donc je remonterai l'exemple de banc public à Tours le 28 mars. Il nous demande des bénévoles. Ah oui, parce que nous on parle de journalisme professionnel dans le sens où c'est notre métier. Voilà, donc il faut quand même, oui. on est bénévole et sur ce journal-là, il n'y a que le maquettiste oui, qui est payé, qui est professionnel, enfin, dans le sens, c'est son métier. C'est son métier et l'impression qui est payée. Le reste, les illustrations. Certaines illustrations sont payées, mais peu importe, c'est-à-dire que ça existe sur Saint-Malo et c'est un autre son de cloche. Donc, après, par exemple, le sans-culotte, ce qui a fait notre force, c'est que c'était notre adversaire. C'est-à-dire que dès lors qu'on faisait un journalisme sur les affaires de Philippe de Villiers, ça devenait intéressant. Et même des fois très drôle. Il faudrait que je vous retrouve cette anecdote, mais ça s'appelait l'UDF à l'époque, le truc de Bayrou là. Et en fait, je ne sais plus pour quelle élection, si c'est une régionale, une cantonale, bon bref. Et au sans-culotte, on est rigoureux et irrévérencieux. C'est-à-dire que c'est un journalisme indéboulonnable, mais c'est un journalisme qui gratte un petit peu, Et il se trouve qu'on a un mec qui descend de Paris et qui nous appelle et qui dit, je lis, comme vous, prof de sciences po Rennes, un mec là qui dit, je lis le sans-culotte, c'est formidable, je viens de Paris, est-ce que je peux vous rencontrer ? Un Parisien qui lit le sans-culotte, les actualités de La Roche-sur-Yon, de Talmont-Saint-Hilaire, de Grosbreuil, de Motier-les-Mauffets, ok, pourquoi pas. Le mec descend, il nous reçoit dans un bel hôtel, on dit bon pourquoi pas, on y va, et puis il finit par dire dis donc, franchement, ce que vous mettez à Villiers et ce que vous mettez aux socialistes, parce qu'à l'époque c'était Philippe de Villiers contre Jacques Auxiette. Auxiette est décédé aujourd'hui, mais c'était le maire historique de La Roche-sur-Yon, le seul maire socialiste qui a réussi à arracher la ville-préfecture dans cette Vendée de droite, qui est devenu président de région, qui a battu François Fillon en 2014. Et donc, il y avait deux animaux politiques, Villiers et Auxiette. Et le mec, il dit, punaise, mais qu'est-ce que vous mettez à Villiers et qu'est-ce que vous mettez à Auxiette ? Vous êtes bon. Et on dit, mais vous êtes qui ? Et il dit, ben moi, je fais partie de l'UDF. Et en fait, l'UDF, entre les socialistes et le villiérisme, il n'y a pas de place pour ce centre droit un peu mou. Et donc, nous, on veut faire campagne et on veut vous engager comme chargé de campagne. Et donc, nous, on dit, putain, mais c'est extraordinaire. Mais on dit, par contre, vous comprenez que nous, on a un carnet d'adresses, enfin, ça se monnaie. Je veux dire, nous, on fait pas ça gratos, quoi. Le mec, il dit, c'est quoi votre prix ? Ben, nous, on dit, on n'est pas à moins de 5000 balles par mois. Parce que vous comprenez, si tu te dis, oh, mais je pensais que ce serait plus. C'est dommage. Non, j'ai dit ça. Et donc, on fait ça, et dit, bon, allez, on reste en contact, mais ce repas n'a jamais eu lieu. Évidemment, dans le sans-culotte du mois prochain, tout était expliqué par le menu, le mec est reparti à Paris. Mais tout ça pour dire que le sans-culotte, on avait Auxiette Villiers, donc ce qui permettait de faire un vrai journalisme et de se marrer comme ça. Et puis Splendide, on a quand même deux marraines de choc qui sont Inès Léraud et Morgane Large. Et en fait, quand il s'est passé ça, les médias, enfin la société s'est ouverte. Et puis parce que on a, qui nous a rejoint depuis 1 an, on a Nicolas Legendre, qui est le prix Albert Londres 2023, qui fait partie de Splendide. C'est-à-dire que après, quand tu as deux marraines comme Morgane, Inès, et que tu as un prix Albert Londres dans l'équipe, bon, voilà, c'est plus tout à fait la même mayonnaise. Depuis le début, vous avez fait une belle place aux femmes. Est-ce que le choix féministe, ça fait partie aussi des valeurs que Splendide défend ? Alors, je pense que la sororité est peut-être quelque chose auquel on n'a même pas réfléchi,
Mais je le redis de manière plus pragmatique, aujourd'hui le journalisme d'investigation, il est notamment porté par des jeunes femmes. Donc voilà, en fait ce que je veux dire c'est que t'as Juliette, nos salariés c'est Juliette et Faustine, nos marraines c'est Inès et Morgane, notre enquêtrice qui était chez Mathieu Vidard aujourd'hui c'est Nolwenn, enfin je peux te le faire long, c'est-à-dire que je dois être le seul vieux mâle dominant de l'équipe, quoi. Donc pour le coup, je ne crois pas qu'on l'ait réfléchi, mais je crois qu'à la fois nous étions assez déconstruits, nous les vieux mâles dominants, pour accepter ça, et surtout la réalité c'est que les enquêtrices sont des jeunes femmes et qu'en fait tu vas pas dire bon t'es une jeune femme, tu dégages quoi. Mais en fait c'est intéressant parce que par exemple, encore une fois, à l'étape nantaise des états généraux de la presse indépendante, les seuls mascus, je fais exprès de le dire, qui étaient présents, c'était les membres de la Lettre à Lulu, qui avaient un petit canard nantais, simplement parce que c'est un canard qui existe depuis 1995 et qu'à l'époque c'était plutôt des mecs. Et après, tous les autres journaux, à part moi, mais bon, j'ai pas prévu d'aller au Brésil encore, donc je reste un mec, mais à part moi, c'était que des nanas, quoi. Donc, et je crois que ça dit beaucoup de la sociologie du métier, comment les femmes aujourd'hui se saisissent de sujets, parce que longtemps on a dit t'es gentil, tu restes au foyer, t'occupe pas, c'est des affaires de mecs, machin. Aujourd'hui, toutes les enquêtes qu'on sort, hein, c'est des journalistes, voilà. C'est étonnant parce que l'une des projections débat qu'on fait régulièrement tous les mois à Dinard, là, où on parlait justement de l'école de journalisme, je ne me rappelle plus le nom de ce documentaire, eh bien c'est la permanente du Front pour une presse libre qui était venue. C'est Charlotte. Voilà, c'est Charlotte. Charlotte Clavreul, qui est la salariée du Front pour une presse libre. Ouais. Moi qui ai été 10 ans j'ai fait... Ah ça y est, Bolloré est reparti. J'ai enseigné 10 ans à Lannion, j'enseigne aussi à l'école de journalisme de Grenoble, etc. Je fais les recrutements. Bon, la plupart des candidats sont des candidates. Et pour la petite histoire, encore une fois, je me souviens plus de l'année, mais il y a un moment à Lannion, on s'était dit, mais comment on va faire pour mettre des mecs? C'est-à-dire que pour vous faire rapidement, une école de journalisme, vous avez entre 1300 et 1600 dossiers de candidature et il y a 28 places. Donc il y a l'écrémage des concours, machin. Et il y a un moment, je ne sais plus l'année, mais on s'est dit, putain, il va falloir qu'on sauve des mecs. C'est-à-dire que on avait 28 jeunes filles extraordinaires, et on avait quelques mecs. Bon, tu peux pas faire une promo de 28 nanas pour le coup. Donc, on a été chercher, on a été pêcher 2-3 mecs. Là, Mais je pense plus sérieusement que tous les mouvements de libération des paroles qu'on vit aujourd'hui, ça vient des femmes. Ça vient alors soit de milieux plus autorisés ou habitués à parler, mais de milieux où la parole n'est pas légitime, où la parole est interdite. Et d'ailleurs, ici, je pense à Pascal, mais à plein d'autres, nous avons plutôt des lanceuses d'alerte que des lanceurs d'alerte sur nos sujets. Et donc, j'ai l'impression qu'on vit un moment où 50% de l'humanité a décidé de dire « Oh, on va causer et on va écrire sur ces sujets si ça ne vous intéresse pas. » Et se plaindre, je pense, n'est rien, on n'est pas meilleur ni moins pire. Je pense qu'on représente à peu près cette réalité. J'ai fait un débat avec Juliette Demey, qui était la fer de lance de la lutte contre Geoffroy Lejeune chez Bolloré. Bon, Juliette, voilà, elle s'appelle Juliette, et elle s'est dit, on avait des vieux pépères qui étaient plutôt en train de se dire, je vais finir ma retraite. Et c'est Juliette et des femmes qui ont mené la grève du GDD, grève historique, 40 jours de grève, je ne sais pas si vous imaginez. Avant, historiquement, parce que avant le JDD, Bolloré avait attaqué Vivendi et la télé, donc c'était iTélé qui est devenu aujourd'hui CNews.
Ils s'étaient battus et ils avaient fait 35 jours de grève, ce qui était déjà dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français, ce qui était historique. Mais alors 40 jours de grève dans un magazine, c'est plus qu'historique. Et c'est Juliette Demey. Voilà, pour continuer à répondre à la question, c'est une femme journaliste qui a mené la grève. Le Mediator, c'était Irène Frachon, ouais, le Mediator, Irène Frachon. Oui, allez-y. Oui, donc il y a une dizaine d'années, à peu près quand même, sur Saint-Malo, avec les mêmes médias, sans banque publique. Voilà, parce qu'il est fort. Sans banque publique, et la voilà, comme ça. Donc, on avait une information quand même qui n'était pas lisse. Aujourd'hui, je la trouve lisse, plate, ou il y a peut-être un autre synonyme qu'on pourrait trouver. Et aujourd'hui, donc, tu as salué Jean, et on a tous salué heureux la victoire concernant la TIMAC juridique. Et à la une, dans la première page de l'édition Saint-Malo, d'un quotidien bien connu, c'était nullement mentionné. Donc, c'est toujours qu'est-ce qui va attirer, parce que pour faire lire, et moi je l'ai pris peut-être, mais comme une certaine forme de, faut pas déranger l'établissement, peut-être une censure, ou on va pas gêner le public, donc on a mis c'est dramatique, mais l'effondrement du mur du moulin à marée. Alors là, bon, oui, je dis pas que c'est l'un contre l'autre, mais il manquait une information très très importante et qui est traitée en page régionale. Faut aller la chercher, hein, parce qu'il faut un peu chercher, hein, pour trouver le truc. Et puis, vous l'avez quand même dans la page locale, mais uniquement locale. Donc, pour le public, pour un média comme ça, etc., l'information, ça a été traité distraitement. C'est ce qu'on appelle le journalisme miroir ou le mort-kilomètre. C'est-à-dire que dans notre métier, le journalisme miroir, donc, qui est plutôt quelque chose de la presse locale, c'est quel miroir je veux donner à ma société pour qu'elle vienne s'acheter elle-même. J'étais juste diplômé en 2003, j'étais dans donc, ce fameux quotidien dont on ne dit pas le nom. J'avais fait un sujet sur les paludiers. Et il se trouve qu'il y avait une lumière magnifique, le soleil sur ce monticule de sel, etc. J'ai dit, mais c'est extraordinaire, c'est exactement le sujet que j'ai traité. Je prends la photo, je reviens, j'écris mon papier. J'envoie, le secrétaire de rédaction me dit le papier est génial, par contre, qu'est-ce que c'est cette photo, tu t'es pris pour un photographe, machin. Je dis, j'essaye de... Il me dit, parce que tu crois que le monticule de sel va acheter le journal. Tu retournes et tu me prends plusieurs familles, parce que je suis sûr qu'il y a au moins 15 familles qui achèteront. Voilà, en fait, journalisme miroir, c'est-à-dire que la réalité, elle est celle-ci, et la réalité du mort-kilomètre, c'est peut-être que le mur dont vous parlez impacte directement et visiblement, alors qu'une pollution à l'ammoniac, elle n'impacte rien visiblement. Oui, ça c'est sûr. Je partenais les autres. Il y avait non, il l'a piqué. Le journalisme miroir et le mort-kilomètre. Le mort bien. Comme un mort. Non, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que l'autre point de la question, je dis, c'est pas que de parler de l'effondrement du mur, oui, je conteste pas, je dis ce qui manquait. Ouais, oui, mais parce que et les autres points étaient pas, enfin, ça la une, voilà. Et l'autre point pour rejoindre, c'est que ce journal, maintenant, il ressemble étonnamment de plus en plus à la presse, un peu à la presse R-Sens qu'on avait, c'est-à-dire beaucoup de photos. De plus en plus, on tourne, il y a énormément de photos. Sachant que 70 ou 80% du journal que vous lisez, il est fait par des correspondants, oui, et pas par des journalistes. Oui. Parce qu'il y a aussi cette réalité-là, que les rédactions, on compresse les rédactions, qu'il faut quand même du contenu, et que le contenu, c'est des correspondants de presse, c'est-à-dire c'est des personnes, alors pas comme moi, mais comme vous, pour le coup, qui sont intéressés par leur territoire, qui ont un petit talent d'écriture, de relationnel, etc. Enfin, vous savez ce qu'est un correspondant local de presse.
Le journal que vous lisez tous les matins, à 70 à 80%, il est fait par les correspondants de presse. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux correspondants de presse qui voient le mur. Oui, donc après, et le choix éditorial, je vous redis qu'il n'y a pas un téléphone rouge entre Ouest France et Atimac en disant on ne parlera pas de l'info, c'est bien pire que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'autocensure, il y a un mur qui s'effondre, c'est concret. Une pollution à l'ammoniac, c'est invisible, c'est pas concret. Point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus mettre des Bolloré partout. C'est-à-dire que je pense que dans la presse locale, il y a des trucs bien plus pragmatiques qui sont qu'entre un mur qui tombe et une pollution à l'ammoniac, il y a un truc qui se voit et l'autre qui ne se voit pas. Et je suis sûr qu'on achètera plus le journal parce qu'on parlera du mur de Paramay que de l'Atimac. Enfin, du mur de je ne sais où. Ah non, la presse en a parlé. De l'Atimac, d'une part, effectivement, du moulin, dont une partie du mur, un angle, s'est effondré en 2 points, en 2 endroits de cette place-là. Mais c'est vrai que l'article, je ne sais plus dans quelle partie du journal était pris, mais il prenait la moitié d'une page, avec une grande photo, effectivement, et aussi la citation de 3 organismes qui avaient été à l'œuvre, en tout cas aux yeux du journaliste, pour mener cette action. Ouais. Je ne vais pas faire un développement critique de l'article en lui-même. Il était très... Il avait sa place. Oui, mais moi je parle De la je vais une. faire venir. Et c'est-à-dire que entre la une, c'est-à-dire que madame parle de la une, Oui. c'est-à-dire la une c'est ce que je vends, et l'intérieur c'est ce que je développe. Donc on peut avoir la une sur le mur, et finalement un article plus petit sur le mur, et un bel article sur la Timac, mais qui n'est pas en une, simplement parce que la Timac ça ne fait pas vendre. Je veux dire, point, je veux dire. Et Sonia, tu confirmeras, mais ce que je crois, quand on a fait nos études, on avait appris un journal se vend d'abord à l'annonceur avant de se vendre au lecteur, tu confirmes. Et donc voilà, tout est dit. C'est-à-dire que l'annonceur local, il a plus intérêt à ce qu'il y ait des actus comme le mur qui s'effondre, machin, que la Timac. Donc, parce que si vous achetez Ouest France 1,50€ ou je sais pas quoi, je sais plus, ça fait très longtemps, je suis abonné, 1,70, je suis abonné à westfrance.fr, je l'achète plus, mais si vous l'achetez 1,70, c'est parce que il y a des annonceurs, hein, sinon vous l'achèteriez pas 1,70, hein, c'est-à-dire c'est comme le prix du gaz ou de l'essence. Hein. Si vous l'achetez ce prix-là, c'est parce qu'il y a d'autres trucs derrière. Hein. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Et si c'est pas très cher, t'es le produit quand même. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais savoir ce que c'est que le vrai journalisme. Ça n'existe pas. Si j'ai dit ça, je dois être fatigué. Le vrai journalisme, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de vrai ou de faux journalisme. Il y a une volonté de manipuler une opinion ou une volonté d'informer une opinion. Voilà, je pense que c'est plus juste. Il n'y a pas de faux journalisme. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce que je fais du journalisme ? C'est-à-dire qu'en CNews, sur les plateaux de Pascal Praud ou de Laurence Ferrari, il y a 78% à la fois des invités et de l'animateur et de l'animatrice qui sont de droite ou d'extrême droite. C'est ni du vrai ni du faux journalisme, c'est une volonté de manipuler l'opinion. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Il n'y a pas de vrai ou faux journalisme. Il y a des lignes éditoriales et il y a des gens qui veulent faire du journalisme comme le nôtre avec un impact. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est des tubes digestifs. On nous raconte un truc, on le digère, on vous le donne, ça marche ou ça marche pas. Ça, c'est tout. C'est-à-dire que... Et après, il y a un journalisme de manipulation d'opinion qui est de mettre en avant un sujet, quel qu'il soit, et de faire en sorte que ça sature à tel point qu'on ne finisse que par parler de ça. Donc c'est ni vrai ni faux. J'avais une question, quand on a eu nos échanges pour préparer la soirée, on a parlé aussi de la façon dont les médias indépendants, comme était donc l'objet aussi finalement on va pas dire d'agression, mais c'est quand même de conflits sérieux avec l'extrême droite. Alors, je voudrais... Alors, bon, il se trouve que l'actualité locale, puisque à Dole, donc il y a une semaine, il y a eu cette fameuse
contre-manifestation de l'extrême droite suite à l'inauguration d'un lieu d'hébergement de Bretagne, pour les isolés. Et donc avec une contre-manifestation de gauche avec quand même 250 personnes qui montraient que finalement la solidarité, la liberté d'expression, l'ouverture aux autres, c'était quelque chose qui mobilisait quand même pas mal. Et donc on voit que le contexte en Bretagne avec Callac, avec Saint-Brévin-des-Pins, c'est un peu... C'est comment administratif mais pas historique ou... C'est historique, mais c'est pas administratif. Voilà, et donc, alors ça, c'est un combat qu'on mène, que chacun essaye de mener, et les médias là-dedans, ça a forcément un rôle essentiel, parce que c'est le porte-voix. C'est un vaste débat. Si on continue à faire le lien Vendée et Bretagne, il se trouve qu'à Callac, à Saint-Brévin et peut-être à Dole, mais j'ai pas trop suivi, donc... Le gros des contingents, ça vient de l'Action française de La Roche-sur-Yon. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en Vendée, il y a un mouvement monarchiste assez... qui est en nombre réduit, mais qui est en bruit et en idéologie qui est puissant. Et il se trouve qu'à Saint-Brévin, à Callac, au moins pour ces deux-là, le gros des contingents, c'est l'Action française de Vendée, qui raccroche Reconquête, pour parler d'un parti politique. Oui, c'est compliqué parce que, en fait, t'as la galaxie Bolloré qui a décidé de mettre en place un combat civilisationnel. Enfin, c'est la ligne éditoriale de Bolloré quand il rachète Vivendi, puis maintenant le JDD, etc. C'est un combat civilisationnel, c'est-à-dire la race blanche contre le reste du monde. Et puis, t'as tous ces groupuscules qui tournent autour, mais qui sont 50 contre 250, mais on entend plus les 50 que les 250. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire. En fait, j'ai travaillé très longtemps sur l'extrême droite, j'ai écrit un bouquin là-dessus, etc. Et en fait, ça m'a tellement un peu écœuré que... Parce que quand vous bouffez Marine Le Pen matin, midi et soir, et que vous bouffez Marion Maréchal et Éric Zemmour, c'est un peu l'indigestion. Mais en tout cas, leur objectif, c'est de saturer les médias, l'opinion, avec des thèmes qui ne font pas consensus ou qui ne sont même pas soutenus parfois par l'opinion. C'est-à-dire que là, par exemple, le vrai boulot, c'est l'IVG. C'est-à-dire que là, le Sénat est en train de travailler sur l'IVG. Et la galaxie Bolloré, ça y est, elle a mis en marche, et notamment avec cette polémique assez surréaliste, avec cette émission Enquête d'esprit, ou infographie à l'appui, 72 millions de morts dans le monde d'IVG. Bon, et vous savez ce qui est très intéressant, parce qu'on pourrait croire Bolloré et compagnie invincible. Ce qui est très intéressant et ce qui est unique, donc je vous encourage à suivre ça, c'est que Laurence Ferrari, le lendemain, a lu un communiqué d'excuses et les rédactions nationales ont reçu de la part de CNews et du groupe Vivendi. Bolloré, il ne s'excuse pas, il paye. C'est-à-dire que quand Pro, Ferrari, Kelly et Hanouna disent des conneries, fake news et compagnie, Bolo, il paye. Je vous ai fait un résumé parce que c'est assez... depuis 2019, C8 et CNews confondus, c'est 30 mises en demeure aux sanctions financières de l'Arcom. Et c'est notamment le montant record de 3,5 millions d'euros d'amende suite au clash entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. Bolloré, il met 3,5 millions. S'il s'excuse, si Laurence Ferrari, qui finit en disant « Et moi, en tant que femme, la liberté de son corps et de l'IVG est importante », tu fais « Ouah, mais tu fais ouah, pourquoi ? Parce que ça dérape le 25 ». Ferrari, le 26, s'excuse, parce qu'aujourd'hui, le 28, les fréquences TNT de C8 et de CNews sont examinées par l'Arcom. C'est-à-dire que là, pour le coup, là, il s'excuse. Mais sinon, il paye. Mais là, le Conseil d'État a lancé un petit boulet intéressant, et Bolloré, il a senti, c'est peut-être le seul vent de boulet qu'il a senti de sa vie. C'est le Conseil d'État d'il y a 10-15 jours, je crois. Mais Kelly, elle était au CSA. Oui, tout à fait. Ça, j'aime bien qu'on le précise, parce que
avant d'être Kelly l'illuminée de la galaxie Bolloré, elle a été sage au CSA. Ouais. Je dis Kelly l'illuminée parce que vous avez vu cette vidéo où elle dit dans un congrès d'un mouvement évangéliste qui a dit que si elle est là, c'est que Dieu l'a mis à cette place et que c'est Dieu qui lui a dit qu'il fallait faire cette information-là. Christine Kelly. Donc je me permets de l'appeler Kelly l'illuminée parce que... Dans le cas de Louis Boyard, qui touche les 3,5 millions. Bah, c'est Bolloré qui paye à l'État, qui paye à l'ARCOM. Hein. Oui. Ah oui, c'est pas, ça va pas à la FI. Hein. Oui, non. Quelle est la raison des doubles éditions en français? On en a parlé tout à l'heure et c'est bien que vous me relanciez parce que c'est important. Je suis bavard et je m'égare. Bon, alors déjà parce que les fondatrices et fondateurs historiques sont des Bretonnants, donc ça rigole pas. Bon, blague à part. Quand vous faites du journalisme d'investigation, le territoire et les sources, donc les personnes que nous interrogeons, sont le succès ou l'échec d'une enquête. Et il se trouve qu'il reste quelques livrets là, l'enquête sur la SAFER, passionnante, de Julie, ancienne étudiante de monsieur le prof d'anglais de Sciences Po Rennes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bretonnant, que vous travaillez sur des histoires agricoles, de SAFER, etc., que vous finissez au fond d'un cours de ferme avec un vieux papy qui a plein de trucs à dire, mais que le papy, il parle breton et pas la langue du colon, moi je rigole, hein, mais pas le français, et bien le papy, il parle pas. Et si le papy parle pas alors qu'il a beaucoup de choses à dire, vous pouvez être le meilleur journaliste du monde, travailler pour Splendid, Mediapart, je ne sais pas quoi, ben vous loupez en fait l'info. Et donc on en parlait tout à l'heure avec monsieur avant d'arriver, mais le breton c'est pas juste un folklore, je fais exprès de dire ça à Saint-Malo, c'est un vrai intérêt éditorial puisque c'est une langue qui nous a tellement ouvert de portes et d'informations. Et je trouve que c'est très important de respecter la langue maternelle, la langue culturelle des personnes, parce que c'est dans cette langue-là qu'elles vous disent l'info. Parce que si ce monsieur avait finalement bien voulu passer par le français, ce monsieur n'aurait pas dit l'info comme il aurait dû la dire. Et donc, et je fais encore, c'est une blague, hein, mais on a des fixeurs quand on va en Afghanistan, on a des fixeurs quand on va à l'UDA, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est-à-dire que si vous voulez vraiment cette parole unique, enfin le journalisme, je dis toujours, c'est 80% d'écoute, c'est 20% de savoir-faire. C'est-à-dire si je sais écouter, après ma boîte à outils, je l'ai et je fais mon métier. Mais si j'ai pas les 80% d'écoute, j'ai beau être un bon technicien, et là on peut peut-être parler de vrai et de faux journalisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont des très bons techniciens, qui sont peut-être moins des bons auditeurs ou... Et donc voilà, et donc le breton pour ça, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment écouter et vous voulez vraiment avoir l'info, il faut l'apprendre dans la langue qui vous est donnée. Je dis ça d'autant plus que je ne suis pas bretonnant, que je ne parle pas bretonnant, je ne l'apprendrai pas. Mais, c'est une erreur, oui. Mais je respecte ça parce que ça fait, c'est notre colonne vertébrale et notre ADN, hein, c'est-à-dire que si on sort des enquêtes sur les machins que les collègues sortiront pas, c'est parce qu'on a des bretonnants dans l'équipe. À propos des haies, justement, c'est un truc, je me suis dit, c'est bizarre de faire une enquête sur les haies. Je me dis, mais derrière les haies, il doit y avoir quelque chose. Alors, je ne sais pas si la question que je te pose, c'est de dévoiler ce qui est peut-être pas encore... parce que là, il n'y a que le premier volet qui est sorti. Il n'y a que le premier volet qui est sorti, donc je ne vais pas dévoiler les choses, mais sans spoiler, comme on dit en bon français, je ne sais pas du breton. Divulgacher. Spoiler. Donc, est-ce qu'on peut avoir juste un peu une note d'ambiance par rapport à ce que vous avez en tête en choisissant cette thématique ou pas, sinon alors il faut je passerai une question, j'en ai d'autres. Alors je ne faut pas je le dis d'autant plus parce que c'est important, il ne faut pas chercher des révélations dans chaque article parce que le journalisme c'est pas un journalisme de scoop, c'est un journalisme d'époque de ce qui se passe.
Donc les haies, on ne va pas vous dévoiler le scoop du siècle, mais les haies, ça dit tout de ce qui se passe aujourd'hui dans la société telle qu'elle est. C'est-à-dire, vaut mieux arracher des haies pour avoir des subventions de la PAC que d'entretenir des haies. Les haies et leur disparition, ce n'est simplement que l'illustration de la disparition de la paysannerie ou de l'agriculture française. C'est-à-dire que les haies, ce sont des espèces de barrages naturels entre parcelles. Les haies font partie de l'agriculture. Et dès lors que, et c'est ce que démontre très bien l'enquête de la SAFER, où la SAFER notamment empêche les primo-accédants, les jeunes agriculteurs, qui sont hors circuit ou pas d'ailleurs, qui sont soit des parents aguerris ou pas. Et en fait, les haies racontent tout ça. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, on n'aura pas le scoop du siècle, mais on aura la température de l'époque. Et je crois que notre métier, c'est pas que scooper, c'est aussi donner la température de l'époque. Et il y a quand même quelques infos très intéressantes dans les volets 4 et 5. Voilà, c'est tout. Il y en a dans les volets 1, 2 et 3 aussi, mais dans les 4 et 5, c'est... En fait, parce que... Et pour répondre à la dame qui est partie, mais qui nous demandait comment on choisit l'enquête. Les haies, machinalement, c'est un truc de bouseux. Enfin, on s'est dit... et comme notre public, c'est pas que des bouseux, enfin, notre public, c'est la France, on s'est dit, il doit bien y avoir, les haies doivent bien nous raconter quelque chose de l'époque hyper connectée, de l'époque ultra-libérale, etc. Bingo. C'est-à-dire que le journalisme, c'est aussi des intuitions, et par le petit bout, la haie, c'est le truc que personne ne voit. C'est partout, mais on ne le voit pas. Et en fait, c'est par le petit bout que dans les volets 4 et 5, le petit bout éclaire, mais de manière assez géniale et effrayante, l'époque. Il y a un certain nombre de choses qui nous ont interpellés, enfin, moi personnellement, et puis les 3 collègues de l'attaque avec lesquels on discutait, c'est qu'on s'est posé la question, vu les décisions qui sont prises par certaines affaires, je pense notamment à une histoire du côté du Sud Finistère, là, où il y avait finalement une transmission qui devait se faire, et puis il y avait donc un agrandissement, et puis il y avait deux jeunes qui voulaient s'installer en bio. Ouais. Et finalement, donc après avoir mûrement réfléchi, la SAFER a décidé, comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas, de choisir l'agrandissement de quelqu'un qui avait déjà 250 hectares ou quelque chose comme ça, ou 270, je ne sais plus. Et donc pour en ajouter, je crois que c'est 30 de plus. Enfin, et donc là-dessus, ce qui m'a interrogé, c'est le rôle que joue la région. Parce qu'il y a bien dans la SAFER un représentant de la région. Et je m'interroge et je n'ai toujours pas de réponse. Il faut que je revoie un petit peu ce que vous avez écrit sur la SAFER. Mais comment ça se passe, quoi, que ces décisions vont toujours, enfin pas toujours, mais à l'encontre finalement de ce que tout le monde dit, c'est-à-dire il faut l'installation des jeunes, il faut ouvrir vers des nouveaux exploitants. On sait qu'il va perdre je ne sais plus combien de milliers d'agriculteurs dans les... Je pense que c'est similaire à la pêche, on va vers les agro-usines, plutôt que la pêche traditionnelle. C'est exactement pareil pour l'agriculture, les grandes exploitations, les usines, et la petite paysannerie, elle est appelée Agricomé, c'est la politique de la région. C'est un peu là-dessus. Mais d'une manière générale, dans ces instances-là, les élus, et on parle de, tu regardes la conchyliculture, c'est pareil, j'assistais à des réunions, et les élus sont là pour conforter le système établi qui va être des bureaux mais où sont là, ils s'en désintéressent. C'est-à-dire, il n'y a que les associations de protection de la nature, même avec un strapontin sans voix, qui essaient de faire quelque chose, mais sinon, les administrations nombreuses sont là et laissent faire. Hein, c'est exactement comme il se passe avec le ministère de l'Agriculture. Hein, l'agriculture, la pêche française, etc., le message d'après-guerre et encore aujourd'hui, c'est pas nourrir les régions ou le pays, c'est nourrir le monde. Donc c'est qu'à partir du moment où on fait plus une agriculture paysanne, vivrière, je sais pas comment on l'appelle,
mais avec une mission de nourrir la planète entière, bah, c'est pas avec une multiplication des petites parcelles qu'on peut y arriver, c'est en arasant, en arrachant et en faisant une bosse bretonne, quoi. Attends, il y avait bien une étude qui avait été faite qui montrait qu'avec finalement de l'exploitation en bio généralisée, on nourrissait tout à fait la planète. C'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, les élus de la région, bon, sont des élus, ils sont élus, donc voilà, il faut leur reconnaître cette légitimité, mais quand même, se trouver en situation finalement d'avoir à faire des choix, à légitimer des choix ou valider des choix qui vont à l'encontre un peu de ce qui a été un peu, on va dire, leur profession de foi, ça peut paraître bizarre. Il doit bien y avoir... Ce plan, on s'est fondé sur une double résistance, puisque Jean, tu parlais lutter, résister et des victoires. Tu as fait ton introduction avec lutte, résistance, victoire. Je rebondis sur ton intro. Ce plan, c'est une double résistance. Résister au pouvoir de l'argent, Bolloré, Arnaud et Pouyanné derrière moi, c'est résister au lobby. Et donc, à partir de là, c'est Inès qui l'a très bien démontré dans tout son travail autour des algues vertes. Les mêmes qui sont à la région sont les mêmes qui sont chez les patrons bretons de Paris, qui sont actionnaires de... Enfin, tu vois bien ce que je veux dire. Donc, la SAFER, les haies, etc., nous, le journaliste, il n'est pas enquêteur au sens policier ou judiciaire. Le journaliste, il n'est pas faiseur d'opinion, mais bien faiseur d'information. Et donc, c'est autant par la SAFER et les haies qu'on pointe ce dysfonctionnement. Mais encore une fois, si on fait bien notre job, après, c'est à la société civile de réagir, comme vous l'avez fait, comme Pascal et d'autres l'ont fait sur la TIMAC. C'est des réactions militantes, ça peut être des réactions politiques, électorales, que sais-je, quoi. Mais je ne donnerai pas plus d'avis parce que là, je suis journaliste et donc je dis, moi, en tant que citoyen, évidemment, j'ai des avis. Mais là, en tant que journaliste, voilà à quoi je sers et voilà ce dont vous pouvez vous servir ou pas. Et je dis toujours que c'est aussi une histoire de contexte. C'est-à-dire que tu peux pendant 20 ans travailler un sujet. Encore une anecdote personnelle, je suis désolé, mais on m'a lancé là-dessus. Donc, en tant que bon Vendéen, parce que vous l'aurez compris, je suis né en Vendée, le poids de l'Église, et je pense que ça peut résonner avec la Bretagne, c'est toujours un truc qui m'a intéressé, interrogé, d'autant plus que je suis de tradition protestante. Donc... Et notamment les non-dits sur la pédocriminalité. Pour répondre à ta question, c'est un sujet que j'avais en tête, Sonia, quand j'étais en études de journalisme à Lannion, donc en 2001, 2002, 2003. J'avais ce sujet en tête là, je l'ai sorti en 2019 sur Mediapart, et en lien avec les copains de WePress et WeReport à Lyon, qui ont fait tout un travail, parce que ce qui était intéressant dans ce travail, c'est que tu avais la pédocriminalité bourgeoise de Lyon et la pédocriminalité paysanne pauvre de Vendée. Oui, en fait, il y avait un même mécanisme mais qui touchait les très tradis et les très riches de Lyon et les très pauvres des pauvres de Vendée. Et si je te dis ça, c'est que j'avais commencé à travailler ces sujets à partir de 2003, et quand j'essayais de vendre et tout, mais tout le monde s'en foutait, mais vraiment, hein, je veux dire, les rédactions, la société civile, enfin... Et en 2019, 16 ans après, parce que ça commence, cette sorte de MeToo de l'Église, un an après le MeToo de 2018, quand j'appelle Mediapart, c'était banco, c'est-à-dire que si tu n'as pas le contexte... Moi, j'ai attendu 16 ans avant d'avoir le contexte, parce que je me disais, ce sujet-là, il est important, pas pour moi, il est important pour la société. Et peut-être que j'aurais pu ne jamais, enfin, peut-être que la société n'aurait jamais été prête. C'est-à-dire, il faut que le journaliste soit prêt, mais si la société n'est pas prête, il y a un gap qui fait que ça ne peut pas marcher. Parce que moi, je peux gueuler tout ce que je veux, si la société n'est pas prête, on va dire, bon, lui, il faut l'interner, c'est fini. Ça raisonne pas. Voilà, ça raisonne pas, exact. Juste savoir si vous aviez reçu des menaces ou subi des pressions. Alors pour ce plan,
je parle pour Splend et je parle individuellement comme ça. Morgane, toujours. C'est-à-dire que Morgane, quand elle s'est fait déboulonner sa roue, deux fois, elle a porté plainte auprès du tribunal de Saint-Brieuc. Elle a demandé 2 fois à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, une protection. Darmanin, et avant Darmanin, c'était qui Castaner. Waouh, Christophe Castaner. Ouais, oui, Déméter. C'est lui. Ouais, les mecs sont tellement brillants qu'on les oublie aussi. Bon, tu comprends. Castaner et Darmanin. Donc, elle demande 2 fois la protection du ministère de l'Intérieur. On dit, écoutez, Madame Large, c'est pas un boulon qui va. Et là, elle demande régulièrement, et pour le coup, le tribunal de Saint-Brieuc, ça doit tenir une commode, enfin, je sais pas, mais en tout cas, le dossier n'avance pas, quoi. Voilà, donc, et moi, personnellement, quand j'ai travaillé sur l'extrême droite, c'était assez marrant, oui. Je recevais, vous savez, ces trucs à 3h du mat', enfin, on vous appelle, et puis vous avez des... Enfin, j'ai reçu plein, quoi. Bon, après, je dis toujours, on n'est pas en Russie, on n'a pas encore une balle dans la tête, c'est fatigant, c'est pas réjouissant, et encore, moi j'ai pas d'enfant, mais Morgane, elle a ses gamins, ça lui pourrit sa famille. Et je pense que Splend permet ça, c'est-à-dire qu'on est un collectif, dès qu'il y a un coup de mou, on appelle les copains. On a un service juridique, c'est-à-dire qu'à un moment, on va arrêter les bêtises et puis on va saisir l'avocat. Enfin, vous voyez, la République a encore quelques trucs qui fonctionnent à peu près. Bon, pourquoi pas, on peut les utiliser. Mais c'est pas joyeux, ouais. Et je pense, alors là, sans sexisme aucun, mais je pense à mes jeunes collègues féminines qui, elles, ont encaissé, parce que c'est des jeunes femmes, justement, qui ont encaissé des trucs dégueulasses, c'est-à-dire que moi je suis une espèce de vieux machin encore, là, donc ça va, mais on a joué sur le fait que c'est des jeunes femmes. Donc vous voyez, c'est-à-dire que dès qu'il y a une porte à moitié ouverte, vas-y, bon, pour l'instant on est là. Mais juste pour vous dire, donc j'ai travaillé sur l'extrême droite depuis 2013. Bon, à chaque élection, machin, on me demande de ressortir de mon chapeau, voilà, et je fais des débats. C'est la première fois que ça va m'arriver. En juin prochain, dans la banlieue nantaise, il y a un collectif qui me fait venir, et la première des choses, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ont embauché 2 vigiles. Ils ont embauché 2 vigiles, parce qu'ils présument que, comme c'est avant les européennes, que ça va taper. Et donc c'est la première fois de ma vie que je vais faire un débat avec des vigiles. Voilà. Non mais c'est pour dire qu'en 2024, dans une démocratie, sur un thème comme l'extrême droite avant les élections, des citoyens et un journaliste, il va y avoir des vigiles qui vont fouiller à l'entrée, ce qui en quasiment 25 ans de métier ne m'est jamais arrivé. Personnellement, je suis d'origine du Pays Gallo, je n'ai jamais parlé breton, je n'ai pas enseigné, pas fait apprendre à mes enfants non plus, peut-être c'est une erreur, mais je suis un peu surpris par le fait que vous ayez dit que pour avoir l'accès à l'information, à la bonne information, il fallait parler breton. Mais pourtant, il y a très peu de gens qui parlent breton aujourd'hui en Bretagne, et parmi les agriculteurs, il ne doit plus en rester beaucoup. Je parle vraiment de la SAFER et des vieux, hein. C'est-à-dire que quand on fait notre enquête TIMAC et tout, on l'a fait en français. Et vous parlez de vos enfants, et c'est intéressant parce que les jeunes fondateurs, je dis ça parce qu'ils ont moins de 30 ans, c'est aussi cette... Mais Sonia en parlait mieux que moi, parce que moi le breton. Mais en fait, c'est ces jeunes-là le breton a sauté des générations, et ils sont, alors je vais mettre 1000 guillemets, hein, ils sont plus identitaires que, vous voyez ce que je veux dire, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais... Et donc, c'est pas trentenaires qui tenaient absolument au breton. Hein. C'était pas des octogénaires, hein, pour le coup. Hein. C'est un effet aussi, dans un effet second des écoles du moine. Oui, peut-être. Ouais. Mais là, je ne maîtrise pas du tout. Mais donc, pour vous dire qu'il y a une volonté des fondatrices et fondateurs, que cette langue nous a vraiment servi dans des enquêtes,
mais que, bon, quand même, on fait tout en français, quoi. C'est bien d'afficher ça. Non, c'est vrai, pour avoir travaillé justement en France 3, je travaille toujours en France 3, mais sur le terrain, où on faisait souvent des reportages, où on faisait une première version en français, une autre version en breton, on n'avait pas du tout, effectivement, les mêmes interviews en breton et en français, où en breton, les personnes se livraient beaucoup plus. Et on avait des choses qu'on n'avait pas du tout en français. Sur quel sujet, oui. C'est une forme de remerciement aussi envers eux que de traduire ça en breton. Moi, je ne suis pas du tout dans ce plan-là, donc je ne peux pas me prononcer pour le choix qui a été fait par l'équipe. Je parle juste de mon expérience à moi, donc plutôt à François-Bretagne, à TV Braise, voilà, essentiellement. La question, vous les sentez plus généreux il y a un lien qui se crée, ils sont plus à l'aise, et pour certains c'était la langue, pour certains à l'époque encore c'était encore leur langue maternelle, donc c'était plus facile pour eux de parler en breton. Donc je disais que j'étais une fan et que j'écoutais toutes les émissions de Là-bas si j'y suis à l'époque, sans en louper une. À l'époque, avant que ça s'arrête, à l'époque où c'était à la radio. Donc en 29 ans, quoi. Voilà, parce que par contre, j'ai pas suivi au niveau internet, c'est plus du tout le même. Enfin, c'est pas pareil, quoi. On tourne pas le bouton et voilà. Et donc, parmi toutes les émissions qu'il y avait eu, il y en avait eu une que Mermet avait faite sur les écoles de journalisme. Donc il avait mis en avant les écoles de journalisme anciennes ou de son époque, et il avait énormément déboulonné les nouvelles formations de journalistes. C'est l'époque où Ruffin travaillait. C'était pas Mermet, c'était François Ruffin, oui. Quand il avait écrit Les petits soldats du journalisme, donc on était en 2002-2003. On l'avait invité à ce moment-là, il était venu ici. Bon, alors Daniel ne peut pas parler des écoles de journalisme parce qu'il n'en a pas fait, parce qu'il est diplômé des Beaux-Arts. Ce qui n'empêche pas que c'est un mec formidable. Il a inventé une radio, cette radio d'incarnation. D'habitude, quand vous étiez en radio, j'interviewais Jean me parlait, je disais « et il me dit qu'aujourd'hui, etc. » Et Mermet a inventé le « je suis ici à Saint-Malo ». Mermet a inventé la radio incarnée, c'est-à-dire que ce n'était plus « il », c'était « je faisais corps avec mon terrain, avec mes gens ». Et en cela, avec Antoine Chao et Guy Vanctil, qui était polyglotte, il a inventé cette radio du grand reportage et de l'incarnation qui n'existait pas avant, puisqu'il y a une règle journalistique qui est de dire il y a la juste distance entre moi et mon interlocuteur. Cette distance est censée me protéger et faire que mon papier est honnête intellectuellement au bout. Mermet a cassé ça dans un élan assez génial, parce que quand vous écoutiez un reportage, il n'y avait pas de distance, vous y étiez. C'est-à-dire que quand il découvre Valentine au Rwanda, quand il marche sur ses corps et qu'à un moment il y a ce bruit et qu'il sort cet enfant Valentine, d'ailleurs que j'ai rencontré, parce que Valentine, elle vit à Vancouver ou Toronto, et elle vient de temps en temps voir Daniel, et il se trouve qu'un jour j'étais là quand elle est venue, mais si vous faites... et il trouve une jeune femme parmi les corps, machin, ou c'est si je trouve... Enfin, vous voyez la différence. Donc Daniel, il casse ça. Donc c'est François Ruffin qui sort Les petits soldats du journalisme en 2001-2002. Ruffin a été, comme vous le savez, reporter assez longtemps chez Daniel. Voilà, et donc Ruffin, il explique ce qu'est une école de journalisme. C'est-à-dire que ça peut être une école de formatage, mais pas que. Voilà. Notre député reporter, je crois, c'est comme ça qu'il se définit, député reporter. C'est-à-dire que lui aussi, il a gardé ce contact-là. Vous avez parlé beaucoup de l'importance de 80% d'écoute. Ouais. Et je voudrais prolonger et venir au galop. Donc, pour bien écouter, il faut parler la langue de son interlocuteur. Et donc, en Bretagne, si on veut aller dans son histoire et dans ses racines, il faut utiliser le breton. Et j'espère que ce plan utilise aussi le galop. Parce que, voilà. Et je pensais que, par exemple, ma mère utilise... Ma mère a 101 ans passé, agricultrice. Donc, pour parler des haies et de ce qui se passe, elle est bouillante.
Et quand je vous écoutais tout à l'heure, j'entendais papa et je l'entendais lorsque son parler, il s'exprimait beaucoup en gallo entre les deux, hein, puisque c'est les caractéristiques de cette partie de la Bretagne. Et au moment où ça a été l'arasement, le remembrement dans la région de Fougères, et lui c'était un amoureux de sa ferme, hein, c'était un paysan fier de l'être, non, modeste et heureux de son métier, et donc je vous écoutais, je l'entendais parler. Et bon, pour vous, je dis, il parlait en gallo, mais pour moi, il parlait. Et là, vous auriez, c'est vrai que parler pointu, comme dans le 16e, comme ils disent, etc., dans le poste, vous auriez, l'interlocuteur n'aurait rien saisi. C'est ce que je voulais retranscrire, c'est ça. Ouais. Cette importance-là. D'ailleurs, quand vous dites entendre, c'est ça nos enquêtes. C'est-à-dire que on n'est pas juste là à prendre des notes, en fait. C'est-à-dire qu'après, on emmène avec nous, parce qu'un article, une enquête, c'est pas juste des guillemets, c'est tout ce qu'on a ramené, c'est tout ce qu'on a entendu, mais pas de la bouche, ce qu'on a entendu de l'environnement, ce qu'on n'a pas entendu, justement, tous les non-dits. Les non-dits font beaucoup avancer une enquête journalistique. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire parler. C'est pas ce qui parle. Donc, il y a ce côté très psychologique où, à un moment, tu te dis, bon, il me raconte ça parce qu'en fait, il a envie de dire ça, mais comme il peut pas le dire, il te dit ça, donc il va falloir que tu trouves le biais pour qu'il te le dise. Donc, déjà en français, c'est pas facile, alors en gallo ou en breton. L'heure du gâteau breton approche, parce que moi je suis quand même venu aussi, il y avait une promesse de gâteau breton. Hein. On a quand même fait une révolution culturelle en transformant le galette, partage de la galette en partage du gâteau. Partage du gâteau breton. Ouais. Je pense qu'il faut reconnaître que tu parlais d'écoute. Voilà. On écoute.